Eh bien, salut à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Musician Care pour la formation continue. Donc, c'est une vidéo à destination à la fois des kinés qui font partie du programme Musician Care, mais aussi, et ça, c'est une petite nouveauté, pour les musiciens qui sont intéressés par ce sujet-là, donc notamment des cornistes pour le coup aujourd'hui, puisqu'on est avec Guillaume Tétu. Salut Guillaume, comment vas-tu? Salut, très bien. Aujourd'hui, je te remercie vraiment d'être avec nous parce que je considère que c'est presque un privilège de t'avoir pour discuter de ton instrument. Tu fais partie vraiment des cornistes que j'apprécie humainement et techniquement, évidemment. Tu vas nous parler un petit peu de ton instrument, des contraintes propres à cet instrument-là. Et puis, on va essayer d'analyser ensemble éventuellement 2 ou 3 clés gestuelles à rechercher, à la fois pour les kinés qui reçoivent des cornistes, mais aussi pour les cornistes eux-mêmes qui sont dans l'apprentissage de cet instrument. Très bien. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, ce que tu fais actuellement, voilà, tout ça. Moi, je suis corniste à l'Orchestre national de Lyon, donc en résidence à l'Auditorium de Lyon. Donc, notre travail, ça va être ce qu'on appelle les séries d'orchestres. Donc, c'est des programmes qui changent toutes les semaines. Et donc, principalement l'orchestre symphonique, donc les grandes œuvres du répertoire classique, romantique, moderne. Mais on a la chance d'avoir des programmes très variés parce qu'on fait aussi bien pas mal de ciné-concerts ou des rencontres avec des artistes de musique actuelle, du coup avec des programmes, des arrangements qui sont faits spécialement pour nous. Et ça change toutes les semaines, donc c'est un rythme assez soutenu, mais assez excitant. J'ai aussi vu il y a quelques temps sur les réseaux que tu reviens aussi de Berlin, où tu as l'occasion de jouer de temps en temps. Ouais, j'ai la chance d'être invité de temps en temps dans des orchestres prestigieux. Et là, récemment, c'était l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Pour moi, c'est une super expérience parce que c'est vraiment un des orchestres les plus reconnus et les plus réputés. Et pour le coup, tu enseignes également ou tu joues Ouais. principalement? Ouais. Oui, je commence aussi. Moi, c'est important pour moi de partager un peu mon travail, tout ce que j'ai pu apprendre. Et puis aussi, l'enseignement, c'est une manière toujours de s'interroger sur ses propres pratiques. Et du coup, je commence à enseigner à l'École supérieure de musique de Bourgogne, à Dijon. Donc, j'ai quelques étudiants qui sont en cursus de licence et DE, donc pédagogie. Ok. Et donc ça, c'est la première année, c'est ta première année d'enseignement pur dans ta carrière? Oui, alors j'avais dépanné dans des petites écoles de musique ou aussi dans des conservatoires, soit le conservatoire de Lyon, soit le conservatoire supérieur de Lyon, le CNSM, où j'avais fait des remplacements. Et j'ai animé aussi pas mal de stages d'été. On fonctionne souvent en académie d'été sur une semaine, 10 jours, où là c'est l'occasion de rencontrer des jeunes, travailler comme ça sur un stage intensif. Mais là, ça va être pour moi la première année où j'aurai une classe, une cuvée d'étudiants dont j'aurai la responsabilité à la rentrée. Et justement, en termes d'académie, tu fais une belle académie cet été, il me semble, l'Académie des Arcs, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va être chouette aussi. Au mois Ouais, de juillet, en 10 jours. c'est un super endroit où il se passe beaucoup de choses l'été. En plus, c'est magnifique à la montagne. C'est si à l'occasion, musicien ou kiné, vous avez l'opportunité d'aller là-bas, foncez parce que c'est vraiment un endroit très très Oui, chouette. il y a en plus, il y a plein de concerts. Tous les concerts sont gratuits. Et Mhm. c'est un super endroit aux Arcs. C'est un chouette endroit où passer cet été entre le 18 et le 30 juillet. Est-ce qu'on peut maintenant parler un petit peu plus précisément de ton instrument, mais sur l'aspect euh, instrumental musical, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que le corps, pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Alors, le corps, c'est un instrument ancestral, j'ai envie de dire, parce que déjà le nom de l'instrument, cor en français, ou corno en italien, ou horn en anglais ou en allemand, ça vient de la corne. Donc, c'est les instruments ancestraux, les cornes d'animaux, de vaches ou autres, qui ont été utilisés sur tous les continents pour des appels au départ. Ça a souvent été un instrument d'appel, de signal. Et puis après, il a été utilisé, on sait, pour la chasse, les trompes de chasse qui sont un peu différentes, les corps de chasse.
On connaît aussi le corps de poste, surtout dans les pays germaniques. On a encore sur les boîtes aux lettres ce petit corps qui est aussi dans les emojis Facebook et compagnie, là, ce petit corps de poste qui est vraiment un emblème dans les pays germaniques plutôt. Et puis, il est rentré à l'orchestre dès l'époque baroque, dès l'époque de Handel, Bach. On a commencé à mettre des corps dans les orchestres avec les violons, les hautbois, ces instruments-là. Et il a toujours été utilisé, beaucoup par Mozart, par Beethoven, par tous les compositeurs romantiques modernes, principalement dans l'orchestre, en général en section, en groupe au moins de 4. Et alors, on monte après dans les grandes symphonies romantiques, on a parfois 8 corps. Où, hier soir, à l'auditorium, on jouait la deuxième symphonie de Gustave Mahler. On était même 11 corps sur scène à un moment donné. Parce qu'on avait quand même 4 corps en coulisses on jouait. Moi, je faisais partie de l'équipe coulisses. Donc, on faisait des appels depuis la coulisse, donc depuis hors scène, dans le lointain. Et puis, pour finir, le compositeur nous demandait de monter sur scène, de rejoindre déjà les 7 cornistes qui étaient déjà sur scène pour le final de la symphonie. Donc, on était 11 cornistes à la fin sur scène. Mais bon, on était 200 musiciens, en fait, 100 musiciens dans l'orchestre et plus 100 chanteurs dans le chœur à la fin. Donc voilà le corps qui est en fait un des plus gros contingents, voire le plus gros contingent des instruments à vent de l'orchestre, puisque c'est un instrument d'équipe, en fait, qui s'est toujours joué comme ça en groupe. Et puis, au XXe siècle, on l'a beaucoup entendu dans les musiques de cinéma. On l'entend énormément, ne serait-ce que le célébrissime. C'est l'appel d'Universal, le générique d'Universal, c'est un appel de corps. Et tous les compositeurs, quand ils voient soit quelque chose un peu héroïque ou alors quelque chose de romantique, souvent ils vont mettre un petit solo de corps. Par exemple, dans Star Wars. Des choses comme ça qu'on a tous dans l'oreille sans forcément savoir que c'est du corps. Ah, absolument, ouais. Ah, ça met des frissons ce que tu viens de faire, là. C'est excellent. Et c'est vrai, tu as raison, dans l'inconscient populaire, j'ai envie de dire, on a tous entendu du corps au cinéma, à la télé, tout le temps, mais sans réaliser vraiment ce que c'est comme instrument. Ouais. Ouais. Parce que c'est un instrument qui est peut-être un peu moins passé dans les cultures plus populaires. Dans le jazz, il n'est pas trop passé. Il y a des super cornistes de jazz, mais il y en a très peu. C'est une sonorité qui était peut-être plus classique, plus sérieuse, qui est moins passée dans le jazz, et par la suite qui est moins passée du coup dans le rock ou les musiques de variété. Et oui. Il y en a souvent en accompagnement dans des chansons, mais un peu moins sur le devant de la scène que la trompette, le trombone ou le saxophone, qui ont plus pris le devant de la scène à ce moment-là. Mais dans l'histoire de la musique, quand on dit les musiques savantes ou musique classique, par contre, le corps est super présent. D'accord. Pour toi, c'est un instrument qui a une exigence spécifique par rapport notamment à d'autres cuivres. Quelle particularité tu mettrais en avant d'un point de vue technique de cet instrument par rapport aux autres cuivres? Alors, c'est un instrument qui demande beaucoup de précision. Déjà parce qu'il a des rôles très multiples. On nous demande de jouer très fort comme les trombones, les trompettes, de pouvoir dominer tout l'orchestre comme ça, mais aussi on va avoir des rôles beaucoup plus fins et on va se marier avec tous les instruments, donc on va beaucoup devoir s'adapter. En plus, c'est un instrument qui a une très grande tessiture entre le grave et l'aigu et qui a une embouchure qui est assez petite, assez réduite. Donc c'est là où on pose nos lèvres et où on vibre pour produire le son. Et tous ces paramètres-là font que le corps, c'est un instrument qui a la réputation de souvent pouvoir craquer des notes, de rater des attaques. Ça vient aussi de sa conicité.
C'est-à-dire que c'est un instrument qui est très fin au départ et puis qui s'élargit. Et tout ça, physiquement, fait qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'on va jouer la bonne note. Et ça arrive souvent qu'on puisse craquer. Donc, ça peut engendrer quelques tensions psychologiques et physiques pour l'instrumentiste. Ouais, j'imagine, ouais, de savoir que tu es toujours un peu sur le fil, peut-être plus que dans d'autres instruments. Ça, c'est intéressant, c'est une première notion intéressante. Ben, la pression psychologique que ça peut engendrer peut créer de la crispation chez le corniste, peut-être encore un peu plus que chez d'autres. Alors, vous avez déjà la crispation qui peut arriver avec l'effort expiratoire qui est nécessaire à utiliser dans le corps. On va en parler aussi, mais le port de l'instrument qui est aussi pas anodin et qu'il faut s'approprier. Et en plus, ce côté, effectivement, peut-être un tout petit peu plus incertain que certains instruments qui rajoutent certaines pressions psychologiques. Est-ce que, est-ce qu'on peut parler, alors on va maintenant rentrer dans le sujet des 3 points gestuels et techniques que je souhaiterais aborder avec toi. Et puis, après ces 3 points, si toi, de ton côté, tu penses qu'il y a un truc super important qu'on n'aura pas abordé, n'hésite vraiment pas à me le dire. Le premier point que je voudrais aborder avec toi, c'est justement la notion d'embouchure, de sollicitation des lèvres, de sollicitation musculaire, physique de cette zone-là, et à quel point ça peut être important dans le jeu d'un corniste, cette notion de lèvres. Alors, déjà, comme je t'ai dit, quand on apprend l'instrument, on se rend compte très vite qu'un des challenges, ça va être la tessiture. De passer de notes très graves à des notes très aiguës. Et pour ça, il va falloir une certaine souplesse de l'embouchure qui ne va pas avoir tout à fait la même position et la même ouverture pour jouer les notes les plus graves et les plus aiguës. Et il faut composer avec une embouchure qui a un diamètre quand même très réduit. Et donc, il faut garder une certaine souplesse et, et avec aussi la tonicité pour pouvoir faire vibrer à différentes vitesses. Donc déjà, ça, souvent, c'est la principale chose sur laquelle on est focalisé quand on apprend à des petits ou des moins jeunes. On est toujours à chercher la meilleure position de l'embouchure sur les lèvres les unes par rapport aux autres, l'ouverture, tout ce genre de détails. C'est quelque chose pour lesquels les professeurs sont super vigilants et super engagés. Parce que, juste pour petit rappel, pour ceux d'entre nous qui ne connaîtraient pas vraiment bien le fonctionnement du corps, en fait, la hauteur de la note, tu ne la gères pas juste avec tes palettes finalement. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des lèvres pour changer la hauteur de la note. Hein. C'est bien ça. C'est ça. Entre des notes graves ou aiguës, c'est la vitesse de vibration des lèvres qui fait changer ça. Et en fait, on peut jouer tout ça même sans les doigts. Et du coup, les palettes te servent à quoi là-dedans? Alors, ça va être pour moduler. Comme toutes les notes n'existent pas avec une seule longueur de l'instrument, une palette va faire varier, va rajouter une longueur de tuyau. Donc, ça va être pour atteindre les autres notes. Et puis aussi, en fait, l'instrument dans l'histoire s'est complexifié et pour avoir plein de combinaisons possibles de doigtés, de longueur de tuyau, en fait, pour trouver quelque chose d'homogène pour produire une phrase musicale. Donc, si je ne me sers pas des doigts, je peux faire une gamme comme ça. Mais ce n'est pas forcément très précis. Et donc, c'est pour ça que les doigtés vont me permettre de trouver des notes plus précises, plus directes. OK. Mais le travail des lèvres, de la vibration des lèvres,
il est vraiment fondamental. Alors que pour nous, les doigtés, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mhm. On n'a que 4 doigts qui agissent. Même au départ, sur un instrument de débutant, c'est seulement 3 doigts qui sont utilisés. Mhm. Donc ça, ce n'est pas le plus compliqué. Et alors, selon toi, est-ce qu'il y a un piège à éviter dans le travail justement de ces lèvres? Est-ce qu'il y a des chemins dans la progression de ce travail-là à éviter pour pas se faire mal, pour pas se fatiguer à l'excès et du coup être un petit peu en échec avec ça? Ouais. Alors, le but, ça va être de faire travailler le plus de muscles différents ensemble, les muscles faciaux. Donc, on parle souvent du muscle orbiculaire qui fait Mhm. tout le tour, mais il y a ces muscles qui descendent, ceux qui remontent du menton, ceux qui viennent des côtés. Et un défaut qu'on voit souvent chez les petits, c'est de vouloir étirer les lèvres quand on joue. Avec des lèvres plus fines, on a l'impression que l'aigu va être plus facile, enfin qu'on va réussir à. On a ce réflexe naturel d'étirer, de sourire. Et ça, en fait, c'est contre-productif parce que finalement, il n'y a que certains muscles qui travaillent. Et puis, les lèvres étirées sont plus fines et plus fragiles. Donc, au contraire, moi, quand je vais aller vers l'aigu, je vais plutôt penser à solidifier mon embouchure et plutôt ramener les coins vers l'intérieur de manière à avoir quelque chose de plus solide. Et puis, utiliser les muscles qui sont là ou là pour tenir mes lèvres. Parce que si je parle de l'aigu, c'est que pour l'aigu, les lèvres vont être soumises à une pression supplémentaire. Et donc, il faut aussi faire attention de ne pas trop appuyer l'embouchure sur les lèvres, parce que sinon, on peut les blesser, tout simplement. Et c'est vrai qu'après quelques heures de pratique, on va souvent voir la forme de l'embouchure dessinée sur les lèvres. Donc, et puis, tout ça, il faut bien comprendre que ça demande aussi des années d'entraînement. Donc, l'endurance de ces muscles, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et même le contrôle de ces petits muscles qui permettent de tenir l'embouchure, il faut des années pour apprendre. Et puis, même si, en plus, on perd très vite la résistance de ces muscles-là. Si on s'arrête en vacances une semaine ou un peu plus, on perd énormément d'endurance. Donc là, il va falloir être très prudent dans la reprise pour pas forcer trop fort, pas jouer trop longtemps à la reprise. Enfin, du coup, il y a tout un processus comme ça de travail d'endurance aussi de ces petits muscles qui sont fragiles. Et en cours de saison, comme ça, quand tu joues beaucoup, justement, un peu comme en ce moment, je pense, est-ce que, est-ce que tu as des routines de récupération, des choses que tu fais en particulier pour faire en sorte que tu sois le plus en forme possible au niveau des lèvres ou c'est juste du repos et point? Ah, ça, on en discute parfois tous les deux, parce que je cherche encore les meilleurs réglages, même des idées pour un peu optimiser ça. C'est toujours le dilemme. Souvent, on nous apprend dans nos études à jouer tous les jours, à pratiquer tous les jours. Euh, il y a une époque où voilà, c'était inconcevable. Au début de ma carrière, je travaillais tous les jours avec une intensité un peu différente, mais même le lendemain de concert, j'allais refaire des exercices techniques, retravailler un peu. Et puis par la suite, j'ai appris à parfois me laisser un jour complet de récupération pour laisser les muscles récupérer, les lèvres se détendre, et puis, et puis même, pourquoi pas, justement, gagner en endurance avec cette récupération. Bien Mais sûr. voilà, c'est des réglages que je suis encore en train d'apprendre, de faire varier et d'essayer d'optimiser. Mais c'est vrai que voilà, maintenant, je me rends compte que un jour complet de récupération, ça peut être bénéfique. Et puis, je me rends compte aussi que le plus important, ça va être la préparation en amont. C'est-à-dire que si j'ai une semaine très exigeante à l'orchestre, si je m'en inquiète la semaine d'avant, c'est déjà trop tard. Hmm. Donc ça va être vraiment
au minimum 3 semaines avant qu'il va falloir peut-être muscler un peu les séances, aller plus loin, peut-être essayer de dépasser mes limites pour emmagasiner de la résistance, travailler la résistance à ce moment-là. Et au contraire, juste avant une semaine chargée, relâcher un petit peu pour arriver frais. Donc ça, c'est des réglages qui ne sont pas évidents à trouver, mais sur lesquels on travaille toute sa carrière, je pense. Ouais, puis là, tu soulèves une problématique qui est super intéressante pour vous qui êtes là, kiné et musicien. La notion que le corniste en apprentissage, il a conscience qu'effectivement, il y a un entraînement musculaire à avoir au niveau des lèvres et il va avoir tendance à beaucoup jouer, voire trop jouer, en tout cas trop quotidiennement, comme tu le disais. Et au niveau du fonctionnement musculaire, le repos fait partie de l'entraînement. Le temps de repos est nécessaire, dans le sport, on le sait très bien aussi, il est nécessaire pour le bon fonctionnement musculaire sur le long terme. Donc, bien garder en tête 3 points au niveau de cette approche de l'endurance et de la technique au niveau des lèvres. Le premier point, l'importance majeure d'une technique précise et, comme tu le disais si bien répartie au niveau musculaire, là où effectivement dans les premières années, on a tendance à se focaliser sur des muscles qui sont soit inadaptés, soit trop faibles seuls. Donc vraiment l'apprentissage de la technique, c'est primordial pour tenir dans le temps et progresser. La deuxième, que tu as soulevée aussi, qui est super intéressante, c'est la préparation. Et quand on parle préparation, on a tendance à croire que ça se joue quelques jours avant un impératif de jeu, mais c'est beaucoup plus en amont que ça, parce que vous êtes là face à des muscles qui sont relativement faibles de base, qui sont dans un exercice pas forcément très naturel, entre guillemets, au début, quand on commence en tout cas, et qui nécessitent une vraie préparation sur le long cours. Et le dernier point, c'est la récupération, où là, pareil, il y a plein de conseils à donner sur la question. Déjà, sur l'hydratation, parce que, par exemple, pour un chanteur, on sait bien que pour la bonne santé des cordes vocales, vas-y, bois un coup. Pour la bonne santé des cordes vocales, il faut bien s'hydrater parce que les muscles un peu faibles, on va dire, structurellement comme des cordes vocales et comme un orbiculaire des lèvres, par exemple, a vraiment besoin d'une hydratation optimale. Et puis, pourquoi pas, s'il y a une fatigue du corniste vis-à-vis des lèvres qui est assez répétitive, des massages en étirement, notamment de cet orbiculaire, et puis tous les muscles de la face, la petite routine en massage, en, en étirement léger, c'est quelque chose qui délasse très bien ces muscles-là en fin de session de travail. Sur 5 minutes, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant pour mieux décharger le muscle de ses déchets et lui permettre de mieux récupérer parce qu'il aura tendance à rester un petit peu crispé. Travail labial. Est-ce que tu penses, toi, Guillaume, que au niveau du corps, les lèvres sont plus sollicitées que dans d'autres cuivres? Non, ça, je ne saurais pas comparer parce que c'est le seul instrument de cuivre que je maîtrise à peu près, un petit peu. Donc, je ne me risquerais pas à une comparaison parce que chaque instrument va avoir ses particularités avec des diamètres différents, des difficultés différentes. Donc, je ne vais pas faire de classement. Nous, en tout cas, à l'orchestre, on est dans la famille des cuivres, on est l'instrument qui joue le plus longtemps parce qu'on va avoir cette capacité à changer de couleur et du coup à faire parfois des accompagnements pendant des pages entières. Et ça, c'est terrible parce que ce n'est pas des choses qui nous font briller, qui nous mettent en avant, mais qu'on fait avec plaisir parce qu'on va se fondre dans le son de l'orchestre. Mais ça peut être très fatigant dans des pages entières de faire des accompagnements comme des instruments à cordes. Et ça, voilà, pendant des heures, ça peut être vraiment fatigant. Bien sûr. Deuxième point que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le placement de ton bras et de ta main droite dans le pavillon. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, la fameuse main droite dans le pavillon, pour lequel on a toujours plein de questions quand on présente l'instrument dans une école. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, c'est justement, ça vient de l'histoire de l'instrument.
Parce que si on voyait les instruments naturels à l'époque baroque ou instruments de chasse, souvent ils étaient joués comme ça ou comme ça. Mhm. Et puis jusqu'au jour, donc ça c'est que les notes naturelles, que les notes qui étaient jouées avec les lèvres. Et puis jusqu'au jour où quelqu'un s'est rendu compte qu'en mettant la main dans le pavillon, on pouvait aussi changer la hauteur de la note. Ça paraît c'est dingue. comme, c'est quelque chose, c'est vraiment rigolo. Et ça s'est développé à partir de 1750 à peu près. Et par exemple, Mozart, quand il a entendu ça, il a entendu des cornistes qui maîtrisaient très bien cette technique. Il s'est dit, c'est super. Il a écrit 4 concertos pour corps et orchestre. Donc là, le corps devient un soliste, comme un chanteur devant, et puis est capable avec ça de faire des phrases musicales dans un registre plus médium. Parce qu'avant, il était surtout dans l'aigu. Et par exemple, Mozart, il écrit des choses comme ça. Donc, là, je le fais à l'ancienne, donc avec cette main droite dans le pavillon. Donc, là, c'est toute cette main droite qui est mobile. Alors aujourd'hui, on va le jouer plutôt avec nos palettes, nos pistons modernes. Mais n'empêche que la main droite est restée dans le pavillon. Donc, elle sert à porter l'instrument. Donc, la position de la main est très importante parce qu'elle fait changer le son. Et elle change énormément même la projection du son. Parce qu'on va avoir souvent le défaut pour arrondir notre son, pour avoir un son plus feutré, on va fermer un peu la main droite dans le pavillon. Et en fait, ça se fait au détriment de la projection sonore. Okay. Donc, en fait, on est obligé souvent de se forcer, de se dire non, je vais garder la main plus ouverte pour que mon son parte plus facilement, soit mieux entendu par le public. Donc, il y a cette question. Et puis, la manière, ça change beaucoup, du coup, notre manière de porter l'instrument. Donc, on cherche à avoir la main assez droite. Même dans la musique moderne, on va parfois boucher notre pavillon avec la main droite. C'est ça. Des effets comme ça, où il faut donc du coup que cette main droite soit quand même relativement mobile et ça doit se faire plutôt au niveau du poignet. Le coude droit ne doit pas trop changer de position. D'accord. Même quand on joue du corps naturel, donc le corps de l'époque classique où on a toute cette technique de main, ce serait une erreur de se servir du coude. Parce que du coup, on perdrait beaucoup de temps, on perdrait beaucoup en précision. C'est vraiment le poignet qui doit faire les mouvements. Et du coup, ça nous inspire aussi la position de ce bras droit, même pour l'instrument moderne. On va tâcher de ne pas écarter trop le coude du corps, du torse. En fait, on se rend compte qu'on peut le garder relativement près du torse pour avoir une position plus solide. Et quitte à faire varier l'angle du poignet. Ok. Je crois qu'il vaut mieux porter le corps avec le coude relativement près. On peut garder la main ouverte grâce au poignet, plutôt que parfois on voit des coudes en l'air comme ça, où je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de crispation dans le bras et l'épaule. Absolument. Et ça, c'est l'un des problèmes qu'on voit beaucoup en cabinet pour les cornistes, des douleurs de bras droit, alors soit de l'épaule, effectivement, quand ce coude est trop levé, tu as tout à fait raison, parce que du coup, ça sollicite des muscles qui ne sont pas adaptés sur un travail de longue haleine, de port d'instrument, et puis beaucoup de crispation et de douleurs aussi, voire même de tendinite, au niveau de l'avant-bras et en rapport avec la gestion du poignet. Ça, c'est vraiment quelque chose
qui vient d'un mauvais placement de la main dans le corps et d'une mauvaise élévation. Du coup, c'est un point assez délicat à aborder pour un corniste parce que ça a tellement d'influence sur le son qu'il y a toujours un petit peu de tension, d'appréhension à bouger quelque chose là-dessus, ça c'est certain. Tu portes beaucoup ton instrument avec cette main droite. Tu as beaucoup de Alors, temps dessus. ouais, de plus en plus, et ça va, peut-être qu'on en parlera après de la position, la posture générale, mais je me rends compte que finalement, pour une posture saine, il vaut mieux que je fasse l'effort de porter ce pavillon plutôt que essayer de poser le pavillon sur la jambe. On se dit qu'on va se reposer, mais finalement, il y a d'autres crispations qui s'installent. Et puis, c'est mieux pour la projection, c'est mieux pour la liberté de mouvement. Donc, moi, je porte beaucoup l'instrument. Après, j'ai un torse qui est plutôt long. Donc, peut-être que ça va dépendre aussi des morphologies. Peut-être quelqu'un d'un peu plus petit va peut-être plus facilement poser son instrument. Moi, si je veux me tenir droit, je suis obligé de porter l'instrument. Alors après, quand j'étais plus petit, que l'instrument était lourd pour moi, quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de poser légèrement le pavillon sur la hanche, D'accord. un peu sur la hanche, pour reposer même quand on joue debout. Mais aujourd'hui, avec l'entraînement, je porte l'instrument. Effectivement, là, tu soulèves ce que j'allais aborder dans le troisième point, ça fait le lien entre ce deuxième et troisième point. En fait, inconsciemment, on aurait tendance à croire que pour s'économiser l'énergie de porter cet instrument sur des grandes longueurs de temps avec les bras, on aurait tout intérêt à le poser sur la jambe pour avoir moins de poids à porter, surtout au niveau de la main droite. Et, en fait, ça ne marche pas comme ça, parce que si tu fais ça, en gros, hein, tu coupes un peu ton corps en deux. C'est-à-dire que tu vas porter l'instrument vraiment avec le haut de ton corps, même le haut de ton buste, hein, les épaules, les bras, au détriment de beaucoup de tension, du coup, hein, au niveau de ses membres supérieurs. Alors que si tu es plutôt dans une démarche de justement le porter dans une approche plus globale de ton instrument, avec une notion d'ancrage dans le sol assez important, d'implication du bassin, du buste dans le port de cet instrument et un bon placement d'épaule, eh bien certes, physiquement parlant, tu vas totalement porter ton corps, mais tu vas le porter avec tout ton corps, c'est ORPS cette fois-ci. Et c'est un peu la clé qui n'est pas très intuitive au début, parce que le cerveau, lui, cherche l'économie d'énergie, hein, il est un peu feignant, donc il va se dire, poser l'instrument, ça va forcément mieux marcher. Mais non, parce que tu sors de la globalité musculaire de ton corps. Si tu poses l'instrument, tu vas bosser vraiment plus qu'avec les extrémités, et ça marche beaucoup moins bien. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve également souvent chez les cornistes, notamment évidemment les débutants, et où ça demande beaucoup de travail de comprendre qu'effectivement, même si c'est contre-intuitif, il faut le porter vraiment avec une idée de globalité. Et dans le son, ça change tout également d'avoir cet ancrage et cette intégration de tout le corps dans le jeu. Est-ce que ça, c'est des choses que tu cherches également, l'ancrage, toi, dans les membres inférieurs, dans le bassin? Comme moi, l'enjeu, ça va être de garder à la fois de la force et du relâchement pendant des heures de pratique à l'orchestre, parce que Ouais. à l'orchestre, on ne décide pas, c'est le chef qui va nous dire, et parfois, au bout de 5 heures de répétition, il va arriver sur le passage délicat qu'on craint et qu'on va devoir assurer ça fait 4h30, au bout de 4h30 d'effort, parce qu'on a fait 2h30 le matin, 2h30, on est déjà à 2 heures de répète l'après-midi, on arrive à quelque chose de difficile. Donc, pour arriver dans de bonnes conditions à ce moment-là, je me dis de plus en plus que voilà, c'est ce qui pourrait paraître des petits détails de posture qui vont m'aider à tenir bon jusqu'à ce moment-là, quoi. Et donc, ensemble, on a pas mal discuté, pas mal réfléchi à des petits détails. Déjà, j'ai changé un peu ma manière de m'asseoir pour vraiment être bien assis sur mes ischions. Il m'arrive, même quand je joue assis, de mobiliser mes jambes pour avoir un surcroît d'énergie dans des passages
tendu au niveau nuance ou tessiture, des passages un peu plus physiques. Au lieu de me crisper les bras, le haut du corps, je vais de plus en plus maintenant chercher à appuyer un peu sur mes pieds pour me donner un surcroît d'énergie. Ça marche très bien. Et puis, je cherche maintenant vraiment à avoir mon dos droit de manière à ce qu'il soit relâché et dynamique. Et il y a un dernier point, et peut-être dont on parlera encore après, c'est l'équilibre des épaules et une certaine rotation de la tête pour permettre un équilibre des épaules. Donc, tout ça, c'est des détails que j'ai travaillé avec le temps. Petit à petit, j'ai des petits indices qui venaient s'ajouter un peu dans ma boîte à outils. Ouais, et qui ne sont pas forcément intuitifs parce que tu ne penses pas forcément à tes pieds quand tu souffles dans ton instrument si tu n'as pas vraiment travaillé là-dessus. Et pourtant, Non, ce n'était pas la priorité. c'est ça. Et pourtant, ouais, c'est vraiment super important. Et ça va conditionner beaucoup de choses au niveau de la statique globale parce que on se rend bien compte quand on est un peu trop voûté, quand le dos est pas bien placé, quand tu en parlais, la tête n'est pas très bien installée non plus. Et on va chercher spontanément à corriger ce qui nous saute aux yeux. Donc, ces problèmes de placement de tête, de dos. Mais en fait, tout ça commence toujours par la même chose, l'ancrage dans le sol, la tonicité des jambes. Parce que si tu n'as pas ce piédestal solide, eh bien, tout ce que tu vas essayer de changer en amont, au-dessus, ça ne fonctionnera pas. Effectivement, enfin, ça fonctionnera, mais pas dans l'endurance. Tu vas arriver à tenir ça quelques secondes, dizaines de secondes, quelques minutes peut-être, mais pas dans le temps et surtout pas quand tu auras à penser musique plutôt que posture. Voilà, donc quand tu vas te déconcentrer, te défocaliser de ce travail gestuel et postural, eh bien, tu vas y perdre également beaucoup de disponibilité physique. Ok, donc si on résume, les 3 points que je voulais aborder aujourd'hui, l'importance de la gestion des lèvres dans la préparation, le travail technique en lui-même et la récupération. L'importance du placement et de l'utilisation de cette main droite, de ce bras droit qui est quand même très spécifique au corps et qui apporte une certaine notion aussi de crispation parce qu'il y a, voilà, il y a quand même une notion d'impact très fort sur les notes, sur ce que tu vas jouer. Et puis également, la gestion du poids de ce corps et du rapport à l'instrument qu'on peut avoir, où de prime abord, on va avoir l'impression qu'il faut à tout prix essayer de s'économiser, de le porter en bricolant un truc pour ne pas se fatiguer les bras, mais finalement, ce qui est important, c'est de l'aborder de manière très globale. Pour cette fin de vidéo, Guillaume, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Puis ensuite, je vais donner la parole à nos collègues et musiciens qui sont là s'il y avait d'éventuelles questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est que souvent, oui, je me suis servi de petites douleurs comme signaux pour chercher une petite solution, un petit détail à se modifier. Alors, mes premières années d'orchestre, j'avais des douleurs plutôt en haut du corps, des crispations dans le dos et surtout en haut. Et c'est là que j'ai compris aussi que comme l'instrument n'était pas symétrique, plein de bonne volonté, je cherchais à avoir les épaules bien parallèles, bien en face de mon pupitre et la tête bien au milieu. Et en fait, avec la tête bien au milieu, on est obligé un peu d'avancer l'épaule gauche et de reculer l'épaule droite. Donc, par exemple, là, c'est en travaillant avec une kiné à l'époque que je me suis aperçu qu'en tournant légèrement ma tête vers la gauche, je rééquilibrais mes épaules. Donc, les épaules étaient plus relâchées grâce juste à cette petite rotation de la tête vers la gauche. Et donc, au début, il a fallu que j'y pense beaucoup, à ce petit détail. À chaque fois que je jouais du corps, il fallait que je pense à ce petit détail. Et puis, ça s'est installé, c'est devenu automatique pour moi. Et après, du coup, j'ai pu travailler, chercher d'autres petites choses qui m'ont soulagé, qui m'ont permis de gagner en endurance, en projection. Et du coup, pour moi, c'est un chantier un peu sans fin.
en vieillissant, je sais que je vais devoir trouver toujours d'autres petites solutions, des petites choses qui vont apporter des choses à mon jeu. Et voilà, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a une somme de petits détails. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'être accompagné, soit au départ par mes professeurs qui tous ont remarqué certains défauts, certaines choses à corriger. Et puis jusqu'au moment où il a fallu que je devienne autonome et que je cherche par moi-même des solutions, ou en me faisant aider d'intervenants extérieurs, soit d'autres musiciens, soit des kinés, comme Xavier, avec qui on travaille de temps en temps, ou j'ai consulté aussi des kinés en libéral, parfois pour des petites douleurs. J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu d'affection vraiment grave. Mais par contre, j'ai toujours pris au sérieux des petites douleurs, des petites tensions que je remarquais. Et j'ai eu la chance de réussir à trouver des petites solutions qui m'ont permis de m'en débarrasser. En fait, c'est bien parce que je pense que c'est incontournable d'avoir des tensions, des douleurs à un moment donné quand tu travailles un instrument comme ça de manière assez intense, mais tu as eu probablement les bonnes réactions. Une douleur, ce n'est pas forcément strictement négatif. Il faut justement essayer d'y trouver une voie de progression positive en comprenant pourquoi elle est là et en cherchant à moduler son geste, son travail pour y répondre. Et c'est rarement la bonne solution que d'insister sur un geste qui fait mal en lui-même, parce que une douleur, c'est un avertissement qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, quoi. Je pense que c'est là où tu as été intelligent dans ta pratique, c'est que tu as su à chaque fois moduler les petites choses qui te semblaient trop contraignantes, trop douloureuses. Et c'est certainement pas un hasard si aujourd'hui tu vas bien. C'est que tu as géré ça avec intelligence. Et la réflexion dans le travail gestuel et technique d'un instrument, c'est vraiment important de le prendre, de réfléchir pourquoi les choses arrivent et comment on peut y répondre. Ça, c'est sûr. C'est pas toujours évident, mais oui, j'imagine. Moi, je trouve ça sain, parce qu'il me reste encore, j'espère, une trentaine d'années de carrière devant moi, et avec les aléas de la vie à côté, où on nous demande d'être quand même dans la performance pour les concerts, et même déjà pour les répétitions en amont. Donc, je vais essayer de prendre soin de mon corps, c'est au RPS, pour durer le plus longtemps possible. Ouais, c'est sûr, c'est important. Merci beaucoup, Guillaume, c'était super. Enfin, ouais, j'étais pas inquiet, mais je suis vraiment ravi parce que tu nous as montré et appris plein de choses. On a Alexis, on a Laure, on a Maureen avec nous. Si vous voulez activer vos micros et si vous avez éventuellement des questions pour Guillaume. Guillaume, tu as encore un petit peu de temps, je ne veux pas non plus te retarder trop. Ça va. Il est 11h moins 5. Ça va. Bonjour, éventuellement, moi j'aurais une question. Déjà, merci beaucoup, effectivement, c'était hyper intéressant, très didactique, très clair, j'ai appris plein de trucs. Le corps en orchestre, ça se joue assis. Est-ce que ça vous arrive de répéter debout ou dans d'autres pièces de jouer debout ou est-ce que c'est systématiquement assis? Alors, pendant les études, on apprend plutôt debout. Un cours, ce fameux face-à-face pédagogique, comme on dit maintenant, entre un élève, un étudiant, un professeur, en général, on va être debout. Pour un concours, on va demander aux gens de jouer debout, de jouer des pièces solistes debout, soit avec un piano, soit avec un orchestre, on joue debout. Donc, moi, dans mon travail, ça m'arrive encore régulièrement, en effet, de jouer debout, peut-être aussi pour changer un peu ma posture. Ça change un peu certaines dynamiques. Donc, je travaille aussi debout. À l'orchestre, on joue principalement assis. Et c'est vrai que c'est peut-être encore plus simple d'avoir cet ancrage dont on parlait. Et puis, pour l'endurance, c'est peut-être plus reposant d'être pendant des heures assis. Ouais. Ok, merci. Avez-vous d'autres questions, Alexis et Maureen notamment? Alors,
suis allumé. Moi, je n'ai pas de questions particulières. En tout cas, merci Guillaume, c'est très intéressant. Alors moi, je suis moi-même corniste, hein, avec Guillaume. On s'est déjà croisé très régulièrement. C'est très intéressant en plus ce qu'a dit Guillaume, parce que alors moi, j'ai une autre difficulté de naissance, en fait. Donc, on parlait tout à l'heure du port de l'instrument avec notamment le bras droit. Donc, je suis hémiplégique de naissance. Donc, moi, j'ai appris d'une autre, avec des manières très différentes. J'ai dû travailler avec des kinés également pour trouver des solutions de posture également. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais jeune. Je partage un petit peu mon expérience, mais j'ai partagé quand j'étais jeune. J'ai beaucoup travaillé donc, avec des ergothérapeutes pour pouvoir également tenir mon instrument, ouais, avec des kinés également. Et ça, c'est une notion qui est importante. Hein. La posture, elle est nécessaire, comme dit Guillaume, pour pouvoir projeter son son. Donc, c'est une notion très, très importante. Voilà, moi, je voulais simplement partager cela parce que quand on est petit, c'est vrai que l'instrument, il est lourd. Hein, bon, aujourd'hui, il existe on appelle ça des corps petites mains, des corps en miniature, on va dire. Donc, il y a des solutions. Qui vont réduire le diamètre, mais pas forcément le poids. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment il y a des solutions qui peuvent exister. Alors, moi, c'est une solution que je partage. Moi, j'ai commencé quand j'étais jeune sur des corps doubles, voilà, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, ou peu en tout cas, très lourd. Et donc, moi, j'ai travaillé avec des harnais saxophones, par exemple. Le harnais saxophone permettait de soutenir l'instrument et d'essayer de tenir le dos droit. Donc voilà. Après, c'est pas on va dire c'est des solutions qui ne sont pas forcément pérennes dans le temps, mais c'est vrai que quand on est petit ou etc. Avec bien sûr le pavillon qui était posé à l'époque sur le genou. Voilà. Mais voilà, c'est une expérience que je partage parce que c'est important également de le partager. Mais après, du coup, pour les enfants qui jouent assis, je pense qu'en général, alors suivant la taille de leur torse, c'est possible de trouver une bonne position avec le corps posé sur la jambe droite. Mm-hmm. En plus, on peut quand même faire varier un peu l'angle avec la main gauche pour atteindre différentes hauteurs. C'est tout à fait possible de trouver quand même une bonne posture avec l'instrument quand même qui repose sur la jambe droite. Pour les enfants. Après, en grandissant, là, mon buste est trop grand pour ça. Quoi. C'est ça le piège. Et même quand on joue debout, c'est pareil. Je vois souvent, en plus, on va avoir un réflexe avec le stress de vouloir se ramasser. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection de soi. Tout à fait. On va vouloir se ramasser, mais on perd beaucoup de mobilisation, d'ouverture, et même on n'a pas beaucoup parlé de la respiration, du système respiratoire, mais une bonne posture, elle va permettre à la fois de mieux prendre son air, parce que le but, ce n'est pas forcément de prendre plus d'air, mais en tout cas de le prendre mieux, de manière très ouverte, et pour, dans un deuxième temps, aussi libérer le larynx et tout un système de résonance qui vont beaucoup contribuer à la qualité de notre son. Donc tout ça, voilà, on pourrait vraiment en parler pendant très longtemps, mais la posture, du coup, va participer de la qualité de notre respiration et de la qualité de notre son. C'est vraiment ce que je voudrais dire en résumé. Oui, carrément, c'est sûr que la respiration, c'est un tel morceau que on pourrait en parler beaucoup. Et, on va faire une conférence que sur la respiration. C'est ça. Et on ne se rend pas toujours compte de l'influence dans les deux sens, hein, d'ailleurs, de la respi sur la posture et de la posture sur la respi. Là, il y a énormément de travail à faire là-dessus, ça c'est certain, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris 1 heure de ton temps pour nous, parce que c'est super. Je ne doute pas qu'on a
appris plein de choses tous. Et puis, donc, ce sera dispo en replay à partir de lundi. Je vous enverrai tous le lien. Guillaume, tu as compris. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et puis, on en reparlera, Guillaume, mais si je propose des formations en 2023 sur les cuivres, notamment le corps, ben, j'aimerais beaucoup que tu sois là avec moi pour former tous mes confrères à cette question. On en reparlera. Mais voilà, pour les kinés qui seraient intéressés, je pense que vous pourriez revoir Guillaume prochainement. Bonne journée à tous et puis à bientôt et bel été à ceux que je ne reverrai pas. Salut! Salut à tous, salut Xavier. Bonne journée.